Elle s'intitule Le droit à l'instruction, où en est-il pour les Roms? Et je parlerai surtout, même si je ne mentionnerai pas forcément, je prends surtout le paradigme français. Comment les choses se passent en France. Alors, pour faire quand même un peu juridique, nous avons ici l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant, une convention qui a été rédigée, signée dans le cadre de l'UNESCO et qui est ratifiée par tous les États civilisés. Voilà, donc c'est une loi pour le coup, parce que convention internationale qui a été ratifiée par les États membres de l'UNESCO, et une convention, quand elle est signée par un État, elle entre dans le cadre de la législation de ce pays-là, avec des statuts différents, mais toujours est-il que c'est un document juridique sur lequel on peut se fonder devant des tribunaux quand il y a une violation des droits qui sont énoncés dans ce type d'instruments, donc les conventions qui ont une force obligatoire à partir du moment où elles sont signées et ratifiées régulièrement par un État membre. C'est le cas de la France, évidemment, et puis la France, c'est un cas. La France, c'est un cas en ce qui concerne l'éducation, puisque traditionnellement, dans le budget de l'État français, l'éducation occupe la première place. Toujours, c'est une tradition française. Le ministère avec le plus d'argent pour son action, c'est le ministère de l'Éducation nationale, d'une part, puis philosophiquement aussi, il y a en France une image de l'école qui est sacrée. Alors, l'article 28 de la Convention des droits de l'enfant parle justement de ce droit de l'enfant à l'éducation, et il met à la charge des États membres de l'UNESCO cette éducation, qu'on appelle éducation, mais qui en fait est de l'instruction. Et désolé pour les interprètes, puisque en anglais il n'y a pas de distinction. Et c'est aussi très intéressant, puisque nous sommes ici pour parler de l'éducation comme domaine, mais des sources de l'éducation et grosso modo des deux mondes. Qu'est-ce que cela veut dire pour les Roms en tant que Roms dans leur milieu Rom, et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les Roms dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Alors, cette convention, elle encourage les États, enfin elle les oblige plutôt à prendre des mesures pour assurer à chaque enfant le droit d'aller à l'école et d'apprendre. Alors, qu'est-ce que l'école devrait offrir à un enfant qui est scolarisé, et ceci en complément à ce que apporte à cet enfant son milieu familial. Son milieu familial, mais aussi le quartier et la société en général. Dans une école bien conçue, l'enfant va chercher des connaissances matérielles dans différents domaines, mathématiques, langue, histoire, géographie, toutes ces matières que nous avons tous faites et que nous avons oubliées au moins en partie. Puis surtout, une ouverture d'esprit. Et ça, c'est une deuxième fonction de l'école, puisque l'enfant se trouve dans un cadre, dans un contexte qui est différent de celui de la famille. Il se retrouve avec des enfants de son âge, mais de familles différentes, de milieux différents, etc. Et ça permet à l'enfant de s'ouvrir vers l'extérieur et de savoir tisser des liens, entretenir des liens sociaux dans la société. Et puis enfin, last but not least, et à mon sens en tout cas, c'est le plus important,
l'école devrait offrir à chaque élève un esprit critique. Chaque élève, chaque enfant devrait apprendre à l'école, observer, analyser, avoir une analyse, tirer des conséquences de faits et de situations qu'il vit, qu'il voit, et avoir un esprit critique sur ce qu'il voit. Ça, c'était la théorie et la fonction de l'école telle que je la conçois. Maintenant, on entre un peu dans les choses réelles et on voit un peu toutes les hypocrisies, les détournements et les perversions pas forcément de l'institution scolaire, mais de la place de l'école dans la vie, dans la cité. Alors, il y a un phénomène que j'appelle l'école garderie. L'école garderie, et c'est un phénomène que j'ai observé parce que j'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai été à l'école en Albanie. Je suis albanais et quand je suis venu en France, j'ai vu que l'école ne fonctionnait pas de la même manière et que la journée d'école en France commençait à 8 heures pour finir à 16 heures. Et j'ai trouvé ça un peu trop long. En Albanie, l'école commence à 8 heures et elle termine au plus tard vers 13h30. Et ça, ce sont les horaires. En terminale, on a ces horaires-là. On ne passe pas plus de temps que ça au lycée. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne jugerai pas, mais avec cette école-là, j'ai eu mon baccalauréat en Albanie, je suis venu en France faire des études, je ne me suis pas trouvé particulièrement mal armé par rapport à mes camarades de la faculté de droit qui, eux, ils avaient été à l'école en français et avec ce système où les journées durent toute la journée. Alors, l'école garderie, c'est... pourquoi je dis l'école garderie? Parce que ces horaires-là me font penser aux horaires de travail, aux horaires de bureau, on dit en France, des parents. Alors, sans aucune... parce que dans ce lieu, normalement, on ne devrait pas critiquer, mais je le répète, c'est une critique tout à fait amicale et constructive. Se poser des questions, c'est toujours bien. Est-ce que les horaires appliqués en France pour l'école ne sont pas aussi une manière de calmer les parents, de leur dire, voilà, pendant que vous travaillez, vos enfants sont bien encadrés par des adultes dans l'école. Premier point. Deuxième point, dans cette liste d'hypocrisie, de détournement et de perversion, qui sont réelles ou supposées, en tout cas ce sont des hypothèses que j'émets, l'école comme lieu de reproduction du modèle social dominant. Et là, on parle à la fois du contenu, de l'instruction, mais aussi de fonctionnement, de comment l'école fonctionne. Quels sont les liens qui sont créés dans l'école entre les élèves et les adultes qui les accompagnent, tout le personnel de l'école, enseignants ou non enseignants. Et je dois vous avouer que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Alors, pour les non-francophones, en France, il y a une médaille qui s'appelle la Légion d'honneur et qui est accordée pour des faits divers, pas des faits divers dans le sens des tabloïds, mais pour des mérites particuliers. Des personnes se retrouvent médaillées donc de la Légion d'honneur et cette Légion d'honneur donne un certain nombre de privilèges et il y a des écoles par exemple qu'on appelle des écoles de la Légion d'honneur où vont les enfants de ces personnes qui ont la Légion d'honneur, qui sont médaillées. J'ai appris tout récemment que ces écoles-là n'étaient pas mixtes. Et j'ai été franchement choqué parce que je passe devant l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis, en région parisienne,
toutes les semaines, si ce n'est pas parfois tous les jours. Mais je n'avais jamais rien remarqué parce que cette école, en fait, elle est à côté de la basilique de Saint-Denis, qui est un haut lieu de tourisme et qui, à l'époque, c'était, voilà, il y a le cimetière des rois de France. Et juste à côté, il y a l'école de la Légion d'honneur, mais qui est entourée de murs très hauts. Les portes sont toujours fermées. On ne sait pas qui sont les élèves de cette école. Et j'ai appris que c'était une école pour filles, que pour des filles. Ce n'est pas une école mixte. Alors qu'en France, on se vante notamment de l'école mixte. Et j'ai appris aussi par du personnel qui travaille dans cette école que souvent il y a des soirées qui sont organisées avec d'autres écoles de ce type-là, qui ne sont pas plus mixtes d'ailleurs, mais qui sont des écoles de garçons. Et que souvent il y a des couples qui se créent de cette manière-là. Et je me suis dit, bon... À côté des cimetières où on a enterré les rois de France, parfois après leur avoir tranché la tête, il y a une école qui n'est pas mixte, contrairement au principe de l'école républicaine française, et dans laquelle on reproduit en fait la classe dominante. Alors, bon, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais le nom de cette école, l'école de la Légion d'honneur, voilà, ça m'interpelle un peu. Et puis, revenons un peu dans un peu plus dans notre domaine, en ce qui concerne les Roms. L'école est censée, même si ce n'est pas formulé comme ça, souvent dans les échanges qu'on a avec des responsables de l'éducation nationale, on sent comme une autre fonction de l'école qui serait celle de protéger les enfants. C'est-à-dire que pendant que l'enfant est à l'école, il est protégé d'un milieu dans lequel il évolue autrement et qui pourrait être nuisible à son évolution. Alors, ce n'est pas le cas pour des écoles bien cotées, de zones urbaines du genre quartier latin, par exemple, à Paris, ou ce genre de zones urbaines, mais c'est quand même le cas dans pas mal d'autres endroits. Et en ce qui concerne les Roms, on observe en fait le fait que, déjà, à partir du moment où, souvent on entend par exemple, les enfants roms, essentiellement ceux migrants, ils s'inscrivent à l'école et les responsables des écoles insistent souvent pour que l'enfant mange à la cantine, y compris quand il habite à quelques mètres de l'école. Et l'argument qui est donné, c'est comme ça, l'enfant aura au moins un repas équilibré par jour. C'est très bien, mais est-ce qu'on sait comment l'enfant mange à la maison, par exemple? Pourquoi croit-on qu'à la maison, il ne peut pas avoir un repas équilibré? Et ça, ce genre de réflexion va au-delà du repas de midi. L'école est perçue un peu comme un lieu dans lequel l'enfant est protégé, et y compris il est protégé vis-à-vis de ses parents. Ça va aussi loin que ça parfois. Et enfin, l'école comme monnaie d'échange. Alors là, on sort en fait de l'école et du fonctionnement de l'école pour entrer dans l'administration de l'école. Pour s'inscrire en primaire, en France, c'est la mairie qui inscrit les enfants et puis ils sont ensuite répartis dans les écoles de la commune qui est responsable de ce niveau d'enseignement. Et il y a un lien qui est fait souvent entre l'école et les allocations familiales et des prestations sociales. Et ça, ce n'est pas qu'en France, on le voit un peu partout. C'est utilisé dans des pseudo-analyses. Et pourquoi les enfants vont à l'école? Est-ce que les parents sont bien conscients que l'école, c'est quelque chose de bien? Ou est-ce que ce qui les intéresse, c'est surtout de ne pas perdre le bénéfice des prestations sociales? Bon, il y a un peu de tout ça.
Du côté des parents aussi, oui, la motivation peut être celle-là aussi. Et de toute façon, la motivation n'est jamais unique, il y en a plusieurs, il y a une liste de motivations, et sur cette liste, celle des allocations familiales ou des prestations sociales diverses dans d'autres pays, elle est placée plus ou moins haute dans la hiérarchie. Mais il ne faut pas oublier qu'en face aussi, il y a des motivations qui sont étrangères à l'instruction elle-même. Et notamment, le refus de la scolarisation, on y reviendra un peu plus tard. Donc, je vois là une sorte de lien contractuel avec l'école. Les Roms et l'école, est-ce que ce n'est pas finalement un contrat avec des obligations mutuelles, chacun a des obligations vis-à-vis de l'autre. Et je vous cite Taloche du film Liberté de Tony Gatliff. Il y a une scène où l'institutrice de l'école va voir les bohémiens, donc les Roms qui étaient là, pour inscrire les enfants, pour mettre les enfants à l'école. Et les parents sont très... voilà, ils ne sont pas du tout chauds pour envoyer les enfants à l'école. Ils disent, mais oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'école, qu'est-ce qu'on va gagner et tout ça. Et Taloche, qui est un adulte, lui, mais qui est un adulte avec un retard mental assez important, ce qui ne l'empêche pas d'être un génie en violon, en l'occurrence. Taloche, il dit, moi je veux bien aller à l'école pour une pomme. J'aime bien les pommes. Voilà. Taloche voulait aller à l'école à condition qu'on lui donne une pomme, parce que autrement il ne voyait pas l'intérêt d'aller à l'école. Alors, dans ce lien contractuel, voilà, ben, on se pose des questions, comme à chaque fois qu'on signe un contrat, on réfléchit. Est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'y perds? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Si je suis perdant, ben, je ne m'engage pas. Et là, on retourne à cette question des inscriptions à l'école ou pas, par les administrateurs de l'instruction, en l'occurrence, en France. En tout cas, ce sont les maires, pour ce qui concerne l'enseignement primaire, et qui correspond à l'enseignement obligatoire. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, l'État a l'obligation d'inscrire tous les enfants à l'école. Eh bien, les maires souvent refusent l'inscription des enfants à l'école. Ils la refusent avec des prétextes administratifs qui sont faciles à trouver. À chaque fois, il n'y a pas de domiciliation dans la commune, surtout quand il s'agit de Roms migrants qui vivent dans des habitations informelles. Ils disent, voilà, ils ne sont pas reconnus comme habitants de la commune, alors que une autre loi, tout aussi obligatoire et française, oblige les communes à domicilier, c'est-à-dire à fournir une adresse officielle à tous ceux qui habitent sur la dite commune. Et en droit, il y a un principe qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Or, en l'occurrence, on a beaucoup de mairies qui se prévalent de leur propre turpitude, c'est-à-dire que je n'applique pas la loi A, puisque je n'applique pas cette loi A qui, normalement, m'oblige à donner une adresse à toute personne vivant sur ma commune. Cette personne n'a pas d'adresse sur ma commune, et puisque cette personne n'a pas d'adresse sur ma commune, je n'applique pas la loi B qui m'oblige à scolariser tous les enfants qui habitent sur ma commune. Et puis, il y a d'autres maires qui acceptent parfois et qui veulent qu'on leur lance des fleurs parce que, n'est-ce pas, ils font un effort énorme à scolariser les enfants et parfois dans des conditions plus que discutables. Ici, pas loin de Lyon, dans la commune de Saint-Fons, le maire a mis des enfants roms dans des locaux d'un commissariat pour faire école.
Alors, j'ai vu sur Google Maps le bâtiment, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux comme ça. Sur Google Maps, il y a 2 entrées dans ce bâtiment. Il y a d'un côté la police nationale et de l'autre côté la police municipale. Et si j'ai bien analysé le bâtiment, voilà, c'était sur Google Maps et de l'extérieur, je n'avais pas les plans, l'entrée, il y a une entrée centrale au milieu des deux. Et c'est dans ces locaux-là que les enfants faisaient leurs cours. Dans une autre ville de la région parisienne, celle-ci, à Ris-Orangis, c'était dans un gymnase. Et le maire de Ris-Orangis se vantait même de mettre à disposition ce local-là pour les enfants roms, puisque le gymnase était à côté de là où ils habitaient et qu'un enseignement spécial pour ces enfants, c'était mieux que dans l'école de tout le monde. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui par principe conteste ça. Parce que, surtout au niveau européen, on parle beaucoup de la ségrégation et du fait, on dit que ce n'est pas bien que les enfants roms soient dans des écoles roms ou dans des classes roms. Personnellement, en soi, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Il y a à Paris, par exemple, des écoles juives où vont que des enfants juifs, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont un enseignement amoindri ou à rabais ou quoi que ce soit. Donc la qualité de l'enseignement dépend des moyens humains et matériels qui sont mis en œuvre. Il ne dépend nullement pas de l'ethnicité des élèves. Ou alors, si on dit que les résultats de l'école et puis le résultat du processus d'éducation dans une école dépend de l'ethnicité des élèves, cela porte un nom, c'est le racisme. Alors, les classes mobiles ou débiles et l'orientation, voilà, j'ai fait un jeu de mots, je n'en fais pas souvent. En France, on est très sensible, semble-t-il. Alors, pardon, pour les interprètes, je précise, quand j'utilise le mot débile, c'est à prendre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que ce sont des classes faibles. Voilà. Et pourquoi ce sont des classes faibles? Parce que je ne vois pas en quoi l'école devrait aller sur des terrains d'accueil ou sur les aires d'accueil de personnes qui vivent parfois sur cette aire d'accueil depuis 20 ou 30 ans, et qu'il y a une école dans cette ville, ou plusieurs, souvent. Je ne vois pas pourquoi il est nécessaire d'y aller avec des camions-écoles ou avec une classe spéciale. Là, pour le coup, c'est une forme de ségrégation qui pose problème. Parce que, encore une fois, pas en soi, mais premièrement, il n'y a aucune raison d'aller avec des camions-écoles pour scolariser des enfants qui habitent là, et y compris quand ils bougent. Je suis désolé, mais peu bougent finalement en France, contrairement aux images d'Épinal, très peu bougent en France. Quand ils bougent d'ailleurs, la plupart ne bougent pas très loin, c'est toujours dans l'espace d'un ou deux départements, ça ne va jamais très loin. Et puis, si on devait s'occuper de cet aspect particulier de la mobilité des enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants des ambassadeurs? Eux, ils bougent beaucoup pour le coup. Ils bougent vraiment beaucoup. Et puis, les ambassadeurs, c'est ceux qui bougent de manière traditionnelle depuis longtemps. Les ambassadeurs, c'est ça. Mais de plus en plus, avec le temps, de plus en plus de personnes bougent de plus en plus pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que le nomadisme qu'on nous met sur le dos comme un trait caractéristique de notre culture, en fait, dans les sociétés actuelles, européennes, modernes, est un facteur de développement économique, et beaucoup de personnes bougent ou sont amenées à bouger très souvent. Alors, en quoi cette question-là, elle est à être traitée
spécifiquement pour une population spécifique que, par ailleurs, on n'appelle pas par son nom, mais sur laquelle on met des étiquettes administratives pour éviter qu'on soit taxé de politique raciste. Et ces étiquettes ont été, dans l'histoire, nomades en 1912, avec une loi qui a institué le carnet anthropométrique des nomades. Dans l'histoire de la France, ce papier-là a été chronologiquement, le deuxième papier d'identité en France. Le premier était le carnet anthropométrique des travailleurs étrangers. Le deuxième, c'était le carnet anthropométrique des nomades, avec des empreintes digitales, 2 photos, face et profil, avec les signes particuliers qui étaient inscrits dessus. Et plus tard, après la guerre, pourquoi après la guerre? Parce que pendant la guerre, en fait, ce carnet a servi à constituer les fichiers de la gendarmerie, qui s'en est servi pour interner les dits nomades. Et après la guerre, dans les années 60, fin des années 60 et puis 70, on l'a aboli pour le remplacer immédiatement par le carnet de circulation et 3 autres types de passeports intérieurs. Et en France, à l'heure actuelle, ça a été supprimé il n'y a pas longtemps, mais tout le dispositif n'a pas disparu. C'est-à-dire que il y a encore 2 ans en arrière, un Rom français, gitan ou manouche ou Rom, s'il avait ce carnet de circulation, il devait se présenter à la police tous les 3 mois et obtenir un visa. Et s'il n'avait pas ce visa de la police ou de la gendarmerie, il était passible d'amende et plus tard de prison. Alors que un étranger comme moi-même, à partir du moment où il a une certaine durée de séjour en France, il a rendez-vous avec les services de la police, plutôt avec la préfecture, tous les 10 ans. À partir du moment où il a une carte de résidence, et tous les 10 ans, il faut la renouveler. Et dès qu'il s'installe en France légalement, avec le titre de séjour le plus court, celui de droit commun en tout cas, c'est de 1 an. C'est-à-dire qu'un étranger qui vient en France, qui a ses papiers, il doit se présenter aux autorités 1 fois par an, alors que jusqu'à il y a quelques mois, des Français, parce qu'ils sont tziganes et qu'on les appelle un peu autrement pour l'occasion, eh bien, c'est le contrôle tous les 3 mois. Actuellement, c'est tous les ans. C'est-à-dire que je suis étranger, mais je suis moins contrôlé par la police que les Français qui ont ces titres spéciaux de circulation. Alors, cette reconnaissance-là, parce que c'est toujours justifié par le fait que ce sont des gens du voyage. Et donc, comme ce sont des gens du voyage, l'école voyage derrière eux. Non, ce n'est pas ça. L'école est là pour tout le monde. Si on a des besoins spécifiques, c'est peut-être à nous de les exprimer d'abord et ensuite au gouvernement d'en tenir compte ou pas. Mais la mobilité n'entre pas dans ça. Ou alors, là où elle existe, il y a d'autres manières de faire beaucoup plus efficaces et beaucoup plus respectueuses des enfants et de leur famille. Et puis l'orientation, je voulais dire un mot là-dessus aussi, parce que c'est très intéressant et très important. Récemment, à Saint-Denis, il y a un groupe d'environ 250 Roms qui sont originaires de Roumanie, mais qui vivent en France depuis de nombreuses années, parfois depuis 15 ou 20 ans. Et au passage au collège, eh bien, l'ensemble des enfants a été orienté en classe SEGPA. Alors, j'avoue que je ne connais pas bien ce que c'est, mais je me suis renseigné auprès d'instituteurs, de professeurs des écoles, qui m'ont dit, grosso modo, voilà, quand tu entres dans une classe SEGPA, il ne faut pas rêver d'avoir le bac, tu ne l'auras jamais, tu auras une formation professionnelle et il faudra te débrouiller avec. Alors, je connais ces enfants-là, et ils ont des résultats plutôt bons, et je ne comprends pas la raison de cette orientation-là. J'ai commencé à me renseigner, et il semble que ce soit une pratique très répandue
Dès qu'on a affaire à des Roumains, comme ils disent, c'est tout de suite classe SECPA parce que apparemment pour les directeurs d'école, ils ne peuvent pas faire autre chose. En l'occurrence, le directeur de cette école à Saint-Denis, il avait dit à une médiatrice que c'était en raison de leur comportement scolaire. Je ne sais pas ce que c'est le comportement scolaire. Enfin, j'espère qu'il ne correspond pas au comportement scolaire auquel j'étais contraint, comme tous mes camarades, en Albanie dans les années 80. Alors, les enseignants dans cette configuration-là, dans cette relation contractuelle entre les Roms, les familles Roms, et puis l'école. Les enseignants, évidemment, ils ont un rôle de transmission des savoirs. Et ça, c'est un rôle que, généralement, il est très bien compris. Et puis, voilà, c'est la fonction principale d'un professeur, de enseigner des choses, de transmettre des connaissances et des savoirs. En revanche, je n'ai pas vu beaucoup d'enseignants conscients de cette configuration contractuelle ou quasi-contractuelle entre les élèves, leur famille et l'école. Parce que c'est un peu tabou, en fait, dans l'esprit d'un enseignant. C'est un métier très noble d'être enseignant, de transmettre du savoir et de voir les élèves avancer. C'est quelque chose de très, très gratifiant. Et on est un peu en dehors de ce genre de considération. On n'arrive pas à voir qu'il peut y avoir aussi autre chose derrière. Et cette autre chose derrière, ça peut être aussi, et c'est très souvent le cas, ça peut être aussi les élections municipales. Vous me direz, mais quel est le lien? Ben si, il y a un lien très fort entre la scolarisation des enfants et les élections municipales. La preuve en est que beaucoup de maires refusent d'inscrire des enfants roms à l'école parce que, disent-ils, pensent-ils, que la scolarisation des enfants sur une commune établit durablement la famille de ces enfants sur la dite commune. Or, où est le problème dans ce cas-là? Si on prend la chose à l'envers, c'est que à partir du moment où on est sur une commune, il faut que la mairie inscrive les enfants à l'école. Ils sont sur cette commune, alors il faut que la mairie les inscrive. Mais si elle les inscrit, ils s'établissent là. Et avec les 10 gens du voyage, c'est un peu la même problématique. Et pour les gens du voyage, c'est très intéressant. Le droit à la scolarisation, qui est un droit sacré, eh bien, s'il est conçu comme tel pour l'ensemble de la population, en ce qui concerne les enfants du voyage, il est vu comme une exception. Je m'explique. La durée de séjour sur une aire d'accueil pour les gens du voyage, caravan sites in English, parce que c'est une perversion trop française pour être traduite telle qu'elle, c'est la durée maximale sur une aire d'accueil pour les gens du voyage est de 3 mois. Au bout de 3 mois, on doit partir puisqu'on est du voyage. Donc il faut voyager, il faut circuler. Mais exceptionnellement, pour la scolarité des enfants, on peut prolonger cette durée de séjour sur une aire d'accueil jusqu'à 9 mois, c'est-à-dire la période scolaire. Voilà. Donc le droit à la scolarisation pour les enfants dits du voyage est conçu par la République française comme un privilège et non pas comme un droit. Et troisième point sur la place des enseignants dans cette configuration contractuelle dont ils ne sont pas vraiment conscients, ou alors très très peu d'entre eux, c'est exceptionnel. C'est ce qu'on dit en anglais faire une friendly school, rendre l'école attractive pour les élèves. Ça, c'est un objectif qui est présent dans tous les ministères d'éducation de l'Europe, au moins, on l'entend tout le temps. Alors,
on discutait tout à l'heure avec Ciprian sur l'histoire. Et c'est vrai que l'histoire, c'est quoi l'histoire? Nos ancêtres, les Gaulois, avaient les cheveux blonds et les yeux bleus. On chantait ça dans les écoles de la Nouvelle-Calédonie. Alors les enfants, ils ne comprenaient pas qu'ils ne ressemblaient pas tant que ça à leurs ancêtres. Pour que l'école soit attractive pour les enfants, il faut qu'elle soit la moins éloignée possible du milieu naturel de chaque enfant qui est la famille. Et ça, c'est quelque chose à mettre en lien avec ce que je disais au début de l'exposé, avec l'école conçue aussi comme un espace de protégé des influences mauvaises d'ailleurs, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est surtout une autocritique que je fais, plutôt qu'une critique de l'école, parce que les enseignants sont très mal armés pour apporter dans l'école des éléments de culture, de langue, d'identité, des identités multiples de leurs élèves. Ils sont très mal armés en France en ce qui concerne les Roms. Au moins, on est dans l'époque moderne. Aujourd'hui, dès qu'on a besoin d'un renseignement, on fait google.fr ou google.com, on tape des mots-clés et on tombe sur tout et n'importe quoi. Et sur les Roms, il est vrai, il y a peu de ressources, il n'y a pas assez, et même le peu de ressources qui existent n'est pas assez valorisé et n'est pas assez connu. Donc c'est une autocritique que je fais, même si, voilà, à mon niveau, actuellement je travaille à l'INALCO, donc qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales, et entre autres, nous travaillons sur un projet de création d'un corpus complet d'enseignement de la licence des études romanies en ligne, qui inclut histoire, ethnologie, langue, littérature et toute la panoplie des domaines qui devraient être connus par ceux qui s'intéressent au sujet rom. Mais bon, ça mettra quand même encore au moins 1 an pour que ce soit accessible au public. Et la perspective et la conclusion. L'intégration à l'école des enfants roms, ou l'intégration des enfants roms par l'école, ce sont 2 choses qu'il faut mettre en relation avec l'intégration de l'école elle-même dans un rôle mieux défini et je dirais dans un rôle redéfini. Qu'est-ce que l'école apporte ? Et la liste que j'ai faite au départ et sur laquelle je mets tout en haut l'esprit critique, l'aiguisement de l'esprit critique chez chaque enfant, force est de constater que ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire de manière très générale, sans viser spécifiquement tel ou tel pays. C'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir et sur laquelle il faut surtout agir. Et puis, une école qui accueille et accompagne tous, et aussi chacun. C'est-à-dire que l'école restera une institution étrangère pour tous les enfants qui sont étrangers, à partir du moment où, dans l'école, ils ne retrouvent absolument rien de similaire de ce qu'ils trouvent généralement et de manière continue chez eux, auprès de leurs parents, auprès de leurs amis, etc., etc. Et je terminerai avec une citation qui m'est très chère de Jiddu Krishnamurti, un philosophe indien. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Et voilà, puisque la société est malade et que c'est un constat qui est fait de manière très générale et par une multiplicité d'acteurs sociaux, pourquoi ne pas voir dans l'identité romanie ce qu'il y a de remèdes possibles pour soigner cette société malade, puisque finalement nous ne sommes pas en dehors de la société, nous sommes dedans.
De toute façon, nous sommes dedans, nous avons été dedans, nous y sommes et nous y serons encore. Donc, puisons plutôt dans la culture romaniste ce qu'il y a de remèdes pour soigner cette société malade. Et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui sont un peu trop souvent négligés. Merci.